Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Radio Verse et bienvenue dans Précédemment, l'émission d'entretien culturel. Aujourd'hui, nous recevons un éditeur, nous recevons Sylvain Bertrand des Éditions du Commun. Et pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on en a déjà parlé via les stories et l'émission Et alors d'il y a 15 jours. C'est la crise que connaissent les maisons d'édition indépendantes ces dernières semaines. Et pour en parler, donc, nous avons invité Sylvain Bertrand. Sylvain Bertrand, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Merci, Vous êtes responsable éditorial et créateur des éditions du Commun, si je ne me trompe pas. c'est ça, tout à Et fait. parfait. Je voulais, dans une première partie, commencer un petit peu par parler plus avant de la crise que connaissent les maisons d'édition indépendantes. C'est vrai qu'on en a parlé il y a 15 jours dans notre émission Et alors, mais on n'avait pas d'autres infos que celles qu'on lisait sur Instagram et dans les différents articles, notamment sur Hors Série. On mettra le lien sur le site internet et la description de l'épisode. Il y a aussi un site internet qui a été créé qui s'appelle souvontlesindés.fr. Et donc cette crise est due, alors j'allais dire en partie ou totalement, vous allez nous expliquer, à la faillite à la faillite du distributeur des livres des maisons d'édition indépendantes qui s'appelle Macassar. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, Macassar n'est pas le seul distributeur de maisons d'édition indépendantes, mais c'est un distributeur qui est en tout cas important dans cet écosystème, puisqu'il... alors, Macassar a plusieurs casquettes. Macassar est à la fois diffuseur-distributeur pour de la bande dessinée et du manga, mais également distributeur pour un autre diffuseur qui s'appelle Obo Diffusion. Je vais peut-être pouvoir préciser la différence entre la diffusion et la distribution. Et dans le catalogue de Obo Diffusion, c'est tout un catalogue de maisons d'édition indépendantes, de critiques sociales et politiques, de poésie, de livres exigeants, en tout cas, qui viennent questionner le monde. Et donc, c'est effectivement l'ensemble de ces maisons d'édition qui sont aujourd'hui touchées par la crise de Macassar. Alors, peut-être pour préciser la différence qu'il peut y avoir entre la diffusion et la distribution, parce qu'en fait, la distribution, c'est quand même un maillon extrêmement important et central dans l'écosystème du livre. La diffusion, ce sont des représentants qui portent un catalogue de maisons d'édition et qui vont en librairie pour présenter les nouveautés à sortir, etc. Et ce qu'on appelle placer les livres en librairie. Une fois que les librairies ont fait en gros leur commande par rapport aux nouveautés à sortir, euh, l'autre acteur qui intervient, c'est le distributeur qui, lui, assure en fait toute la logistique et donc dispatche les livres lorsqu'ils sont reçus de chez l'imprimeur, dispatche les livres dans toutes les librairies qui en ont commandé et assure également ensuite le réapprovisionnement, le réassort. Et donc, c'est vraiment un maillage essentiel de ce secteur-là et qui est aussi complexe. C'est un métier qui est vraiment particulier et aujourd'hui, pour une maison d'édition et notamment pour une maison d'édition qui veut diffuser quand même ses livres, assurer ce qu'on appelle l'autodiffusion ou l'autodistribution, c'est quelque chose de très, 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 très compliqué et qui ne permet pas de toucher autant de librairies et donc autant de lecteurs et de lectrices qu'on souhaiterait. Donc la distribution est en ça vraiment essentielle. Oui, à ce que je comprends, c'est carrément un métier, quoi. C'est un métier totalement différent du métier d'éditeur et un métier, l'air de rien, central. Ça veut dire que sans distributeur, vous n'êtes pas présent dans les librairies, j'ai bien compris? Exactement. Et donc en fait, pour un peu expliquer le cheminement, les librairies donc commandent les livres en gros directement au distributeur et payent le distributeur sur les livres qui ont été commandés. Et ensuite, le distributeur paye les maisons d'édition sur les livres qui ont été vendus. Chaque mois, il y a une facture que la maison d'édition émet par rapport à l'état des ventes qui a été en gros enregistré par le distributeur et le distributeur ensuite donc doit régler cette facture des ventes des livres aux maisons d'édition. C'est donc lorsque le distributeur, comme c'est le cas là, et donc on va en parler, lorsque le distributeur euh, se casse la figure, c'est derrière du coup l'impossibilité effectivement pour les maisons d'édition d'être représentées en librairie, mais aussi, et c'est le cas notamment avec la situation de Macassar, les maisons d'édition ne sont du coup pas payées potentiellement sur des livres qui ont pu être vendus.
Alors là, ce que vous venez de dire, c'est important parce que j'avoue que moi, j'ai compris la crise en 2 temps. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert la crise des maisons d'édition indépendantes. C'est en scrollant, hein, bêtement sur Instagram, où j'ai vu un post d'une maison d'édition, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'ampleur de la crise que connaissaient les maisons indépendantes. Et cette découverte m'a fait, déduire 2 choses. J'ai eu l'impression, vous avez dit tout à l'heure, livre exigeant, que oui, ça touchait énormément de maisons d'édition engagées politiquement, en plus des maisons d'édition que l'on connaît bien et que les auditeurs et auditrices de Radioverse connaissent parce qu'on a eu beaucoup de leurs auteurs et autrices en interview sur précédemment. Mais je n'avais pas compris, du coup, que vous n'étiez pas payé, en fait, en plus. C'est-à-dire que je pensais que la faillite de Macassar allait être un problème à venir, alors que non, c'est déjà un problème aujourd'hui parce que vous n'êtes pas payé. C'est bien ça, j'ai bien compris. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors Macassar, c'est un distributeur qui a été très important pour les indépendants, notamment parce que Macassar avait des conditions qui ont permis à de nombreuses petites maisons d'édition, et des maisons d'édition indépendantes, d'émerger et d'avoir une place en librairie. Ce n'est pas le cas de tous les distributeurs indépendants. On est dans un système qui est, avec une très forte concentration, comme c'est le cas pour les médias. Et donc le secteur du livre est également, enfin, subit en fait les mêmes conséquences. Et il y a de moins en moins aujourd'hui de distributeurs, diffuseurs indépendants, de maisons d'édition. Alors des maisons d'édition indépendantes, il y en a beaucoup encore, mais qui survivent justement grâce à ces distributeurs. Macassar a eu plusieurs soucis ces dernières années, sur lesquels on pourra peut-être revenir, mais qui ont du coup, au fur et à mesure, fragilisé la structure de distribution et donc depuis plusieurs mois, plusieurs maisons d'édition avaient des impayés. Donc en gros, enfin, Macassar avait des impayés envers ces maisons d'édition. Donc ça veut dire des factures mensuelles qui n'étaient pas réglées par Macassar, qui devaient l'être. Mais Macassar traînait parce que du coup, Macassar a une dette qui s'accumulait, notamment due aux nombreux problèmes qu'ils ont pu rencontrer ces dernières années. Et, euh, et donc nous, pour partir sur l'exemple très concret des éditions du commun, nos ventes de livres ne sont pas payées par Macassar depuis le mois de février. Donc voilà, le dernier mois où on a été payé, c'est le mois de janvier. Et donc on a eu beaucoup de sorties de livres, notamment historiques pour nous. C'est-à-dire on a vendu énormément de livres, notamment le livre Extrême Danger, qui est coédité avec Street Press, où on fait une vente complètement historique. Et ce livre est sorti le 29 mai. En l'espace de un mois à peine, on a vendu quasiment 5000 livres et en librairie. Et sur ces 5000 exemplaires, on ne touchera rien, puisque du coup, Macassar ne peut plus payer. Macassar n'est pas encore en faillite. Macassar est en train de tomber, mais la liquidation est proche, probablement. Et donc, à partir du moment où on s'est rendu compte, l'ensemble des maisons d'édition et avec notre diffuseur, que Macassar avait une dette colossale et serait en incapacité de nous payer, la décision a été prise, et ça fait un mois qu'on travaille d'arrache-pied toutes et tous sur ce sujet. La décision a été prise de quitter Macassar et de changer de distributeur. C'était urgent, puisque du coup, on se retrouvait sinon à continuer à vendre des livres en librairie sur lesquels on ne toucherait rien. Et donc, ça nous fragilise énormément. Donc là, le risque lorsqu'un distributeur comme lui tombe, c'est que ça fasse effet boule de neige et que toutes les maisons d'édition tombent également derrière. Donc, changer de distributeur de manière urgente, c'était vraiment essentiel pour pouvoir reprendre finalement l'activité normale et de voilà, revendre en librairie nos livres. Et, euh, et donc, à partir du moment où où il va y avoir une liquidation judiciaire, les comptes vont être épluchés et normalement, ce qui se passe légalement, c'est que le liquidateur va en gros faire en sorte que la société paye dans l'ordre toutes les personnes à qui la société doit des sous. Ça commence par les salaires, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, c'est les banques, l'État, l'URSSAF et les créanciers. Donc nous, on est à la toute fin de la liste et donc il ne reste généralement rien. Et si jamais il venait à rester un peu dessous pour payer les maisons d'édition, ce serait pas grand-chose et ce serait pas avant 2-3 ans. Donc autant dire que les factures qui ne nous ont pas été réglées
on en verra a priori jamais la couleur. Donc ça, c'est un point essentiel effectivement parce que c'est quelque chose d'assez tragique puisque alors tout le monde n'a pas les mêmes impayés, mais pour certaines maisons d'édition, ça peut être très dur de se relever. Nous, par exemple, on est à environ 60 000 euros qu'on ne touchera pas. Et donc 60 000 euros, c'est un tiers quasiment, entre un tiers et un quart de notre chiffre d'affaires. Donc maintenant, il faut qu'on trouve des solutions économiques. Oui, d'accord, donc c'est effectivement énorme. Là, tout à l'heure, vous m'avez parlé de conditions, que Macassar proposait qui étaient, bénéfiques pour les maisons d'édition indépendantes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a que que ce distributeur qui les proposait, ou ça va être repris par un autre distributeur, ou ce sera jamais jamais aussi, «avantageux» entre guillemets? On n'aura pas les mêmes conditions que chez Macassar, clairement. Il y a des choses qui, à notre sens, étaient vraiment intéressantes, mais devenaient intenables, en fait, avec la situation actuelle, notamment les frais de stockage. Macassar avait dans ses entrepôts, et a toujours encore, hein, les stocks sont en train de partir, mais a dans son entrepôt des livres, ce qu'on appelle un peu dormants, c'est-à-dire qui ne se vendaient plus trop et qui restaient stockés là. Et ce stock dormant n'était pas facturé aux maisons d'édition, ce qui était plutôt euh, très favorable aux petites maisons d'édition qui n'ont pas les moyens de payer les frais de stockage. Mais pour le coup, c'était vraiment dommageable aussi pour le distributeur. Et donc, ce sont des conditions qu'on retrouvera nulle part. Il y avait également sur les retours, lorsque des librairies font des retours, donc forcément, les livres, nous, s'il y a un retour, ils sont déduits de notre facture, mais par contre, on n'avait pas de facturation de ces retours. Et donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui en fait, permettaient à des petites maisons d'édition de de faire des économies ou en tout cas de tout simplement pouvoir exister plus facilement ou créer une maison d'édition plus facilement. Ça va de fait compliquer un peu les choses et donc il va falloir aussi apprendre, nous, à faire avec les nouvelles conditions qu'on aura chez les nouveaux distributeurs. Pour notre cas particulier des éditions du commun, c'est quelque chose qu'on pourra prendre en charge. La question la plus épineuse là aujourd'hui, c'est comment réussir à payer les imprimeurs et toutes les personnes que l'on doit payer sur les livres qui sont sortis, mais sur lesquels on ne touchera rien. Et donc, en gros, comment on arrive à faire tampon de ces 60 000 euros qu'on ne touchera pas. C'est ça la question la plus épineuse aujourd'hui, et de bien travailler comment dire, le changement de distribution. Mais après, ces nouvelles conditions, par contre, de distribution, on sera en capacité, nous, comment dire, de les encaisser, mais on ne sait pas si ce sera le cas de tout le monde. Oui, effectivement, il y aura quoi qu'il en soit, il y aura de la casse, pour pas mal de maisons, d'édition indépendantes, quoi. Parce que 60 000 €, l'air de rien, enfin, enfin, moi, ça me paraît colossal, sur un livre, sur un succès de livre, ne pas avoir les retombées. Je trouve ça colossal. Du coup, j'ai une question, vous m'avez dit donc tout à l'heure que, chaque livre vendu, ne vous sera pas payé, grosso modo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si on veut, aider les éditions du commun, si je vais dans une librairie et que j'achète un de vos livres, est-ce que vous récupérez, l'argent ou est-ce qu'il faut passer par votre site internet, pour vous aider ou comment il faut faire? Alors, c'est toute la complexité. Effectivement, nous, on engage, enfin, on appelle les gens à acheter des livres sur notre site internet, puisque c'est des rentrées d'argent directes et donc qui nous font du bien, clairement. Mais on appelle quand même si les gens à acheter les livres en librairie, puisque pour deux raisons. Il y a plusieurs librairies amies qui, du coup, le temps qu'on change de distributeur, nous ont passé des commandes en direct. Euh, et donc, pour éviter le passage par un distributeur qui n'existe plus finalement, même si on a déjà sur le papier changé de distribution, c'est pas encore, la transition ne s'est pas encore faite et donc le passage en librairie n'est pas encore acté. Donc, il y a des librairies qui nous ont commandé des livres en direct pour pouvoir justement nous soutenir. Et puis surtout, même pour celles qui ne nous ont pas commandé en direct, il y a deux sujets. Déjà, pour les librairies, c'est aussi une période compliquée. Et donc, c'est important de continuer à soutenir les librairies. On est vraiment, nous, dans cette posture qui est les éditions du commun, ça s'appelle pas les éditions du commun pour rien, mais en gros, on est dans cette posture où il faut défendre aussi l'ensemble
d'un écosystème en passant par les maisons d'édition, mais aussi des librairies indépendantes. Notre diffuseur, Obo, qui est un diffuseur qui est vraiment important, si on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un diffuseur qui est vraiment essentiel aujourd'hui dans notre paysage, dans le paysage éditorial français. Et donc ça, c'est la première raison, c'est aller acheter des livres en librairie, c'est quand même aussi soutenir les librairies. Et puis la deuxième raison, c'est que si les livres que les libraires ont et qu'ils avaient commandés à Macassar ne se vendent pas, ne sont pas vendus et qu'ils les retournent d'ici quelques mois, ce qui est possible, hein. Les librairies ont besoin aussi de faire ces turnovers parce qu'ils ont trop de titres sinon. Et si les livres sont retournés, ça veut dire que les livres ont été achetés à notre ancien distributeur. Il ne nous a pas payé dessus, mais par contre, quand ils seront retournés à notre nouveau distributeur, on devra payer le retour sur des livres sur lesquels on n'a pas touché l'argent. Donc c'est clairement complexe, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais du coup, ça peut générer des frais pour nous sur des livres sur lesquels on n'a pas touché d'argent. Voilà, pour un peu expliquer la situation, et donc voilà, c'est pas simple. Oui, j'entends bien et je n'avais pas compris moi la complexité, la complexité de l'économie, de l'édition. Je mets ça de côté, on y reviendra un peu plus tard. Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes de Macassar. Est-ce qu'on peut les évoquer rapidement? Est-ce que vous savez ce qui a conduit Macassar à tomber, entre guillemets? Oui, bah, il y a plusieurs choses, hein, plusieurs facteurs. Le premier, je dirais, bon, celui que j'ai évoqué tout de suite, c'est-à-dire les conditions qui étaient proposées et qui finalement, je pense, fragilisaient ou affaiblissaient un petit peu Macassar, notamment vis-à-vis d'autres structures de distribution. Mais un des moments qui a été un peu charnière pour Macassar, c'est en août-septembre 2024. Leur ERP, donc c'est le logiciel de gestion qui est utilisé notamment par voilà, certains distributeurs. La société donc de ce logiciel s'appelait Octave, et Octave a subi une cyberattaque d'ampleur qui a provoqué un blackout, en gros, chez les distributeurs, chez Macassar, parce que tout le monde n'est pas là-bas, mais chez Macassar, un blackout de 3 mois, où du coup, ça a fragilisé aussi les maisons d'édition, parce qu'il y a des ventes qui n'ont pas pu se faire, des offices qui n'ont pas pu être tenus, etc. Ça a énormément fragilisé Macassar, qui a mis du temps à s'en remettre, mais qui a tout fait pour s'en remettre. Et au moment donné, au moment où il s'en remettait, la société Octave a finalement coulé. Et donc, ils ont dû, dans l'urgence, 6 mois plus tard, changer de RP. Et donc, ça a provoqué de nouveau aussi des difficultés. S'ajoute à ça également la faillite, hein, de plusieurs grosses chaînes de livres comme De Citre, Furet du Nord et Gilbert Joseph, qui a du coup été très complexe à gérer pour Macassar, parce que c'est des rentrées d'argent qui disparaissent et qui étaient très importantes pour ce distributeur. Et enfin, c'est un élément sur lequel j'ai beaucoup moins d'informations, mais le départ d'un auteur côté diffusion-distribution de Macassar, d'un auteur d'une maison d'édition de bande dessinée qui a laissé une ardoise au distributeur assez importante et qui du coup a encore plus fragilisé Macassar. Donc voilà, c'est le cumul de plusieurs choses. Tout ça couplé à aussi une organisation qui était plutôt assez militante finalement pour favoriser les petites maisons d'édition, mais qui n'est plus dans un contexte comme celui d'aujourd'hui. Et donc c'est ce qui a provoqué aujourd'hui en tout cas le contexte économique dans lequel est Macassar. Mais est-ce que ça veut dire du coup que éditer des livres militants, ça va devenir, sinon impossible, en tout cas extrêmement difficile? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir s'aligner sur le mainstream, quoi, sur les pratiques, etc., des maisons d'édition qui ont pignon sur rue ou pas? Est-ce que ça va changer Alors, quelque chose, vous, dans votre gestion, tout non, je ça? pense pas, parce que, alors, on parle souvent en ce moment des baisses de vente de livres, etc. Et en fait, s'il y a bien un endroit parce que la vente de livres, c'est très vaste, mais s'il y a bien un endroit où ce n'est pas le même constat qui est fait, c'est bien sur justement notre créneau de critique sociale et politique, où on a plutôt une légère augmentation, en fait. Et donc, on est plusieurs maisons d'édition à avoir plutôt fait des belles années ces 2 dernières années. Voilà, faire des livres tels qu'on les fait, c'est possible. Par contre, clairement, les conditions dans lesquelles on les fait sont de plus en plus difficiles.
Mais tout ça est aussi lié à c'est un système politique dans lequel on évolue, hein, et donc du coup, le principe de la concentration qui fait que, bah, effectivement, en fonction du distributeur chez lequel on est, c'est pas les mêmes conditions. Ça reste aujourd'hui, comment dire, de l'engagement personnel très fort que de pouvoir éditer des livres comme ceux qu'on édite. C'est-à-dire qu'on arrive à vendre des livres, mais c'est aussi parce qu'on y met beaucoup d'une autre. Et donc les conditions de travail salariales ne sont pas forcément comment dire, très importante. Et donc, on va continuer à vendre des livres, mais par contre, clairement, il y a un risque aujourd'hui avec la faillite de ce distributeur et on ne sait pas ce que ça va provoquer sur les prochaines années, mais il y a clairement un risque que des choses changent, effectivement. OK, d'accord, je vois. Vous avez parlé plusieurs fois de Hobo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc si je comprends bien, c'est à part de Macassar, c'est eux qui vont vers les librairies pour placer les livres, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Hobo Diffusion existe depuis, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2012, mais j'aurais peur de dire une bêtise, mais c'est dans ces eaux-là. Donc c'est une structure de diffusion effectivement qui va dans les librairies, qui porte un catalogue et c'est tout l'intérêt de Hobo, c'est qu'en fait Hobo porte un catalogue cohérent. Alors bien sûr, toutes les maisons d'édition n'ont pas toutes les mêmes avis, c'est-à-dire politiquement, mais ça reste un catalogue de maisons d'édition, de critiques sociales et politiques, de textes exigeants, avec il y a également de la poésie ou quelques revues, mais en tout cas à chaque fois avec quand même un prisme de d'exigences politiques, de réflexion sur comment dire nos sociétés, sur les moyens pour comment dire, les moyens d'émancipation dans nos sociétés, etc. Et donc, du coup, le fait que ce catalogue soit cohérent, ça permet aussi à Hobo d'être reconnu auprès des libraires parce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent lorsqu'ils vont présenter les livres. Ils connaissent les titres, ils connaissent les maisons d'édition par cœur. Et donc, c'est vraiment un diffuseur qui aujourd'hui est essentiel et qui fait un travail vraiment remarquable. Et on l'a vu du coup aussi dans cette crise, c'est que notre diffuseur a été d'un soutien indéfectible pour les maisons d'édition et a travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions de nouvelles solutions de distribution pour l'ensemble du catalogue, quoi. D'accord. Donc vous êtes soutenu par ce diffuseur et par quelques, librairies, qui vous ont passé commande en direct, si je comprends bien. Tout à fait. À court terme, nous, lecteurs, lectrices, on peut passer par votre site internet ou aller en librairie, acheter vos livres. À moyen terme, et à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Continuer à acheter nos livres. C'est effectivement c'est effectivement notre rentrée d'argent principale et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire le travail tel qu'on a toujours voulu le faire, c'est-à-dire en payant correctement toutes les personnes avec lesquelles on travaille, en continuant à produire des livres qui nous paraissent importants, essentiels. Et donc, c'est bien par la vente des livres qu'on peut continuer, nous, à exister et à porter de nouveaux livres. Euh, et donc, c'est effectivement en allant dans les librairies, en participant aux rencontres, en achetant des livres sur nos sites internet, c'est vraiment le moyen de nous soutenir. C'est noté, on mettra tous les liens sur la description de l'épisode dans notre site internet lanuitdudimanche.fr, radioverse.fr et sur les réseaux sociaux. Je rappelle le site internet sauvonslesindés.fr, pardon. Vous avez des pistes pour aider les maisons d'édition. Vous avez surtout la liste de toutes les maisons d'édition touchées. Et quand on voit la liste, on se dit que c'est quand même bien énorme. On en connaît hein, à Radioverse pas mal de on a parlé déjà de pas mal de maisons d'édition qui sont hélas touchées par la faillite de Macassar. Donc on le répète à chaque émission, à chaque fois qu'on reçoit un auteur, une autrice, acheter les livres. C'est le nerf de la guerre, comme on vient de l'entendre. Donc, cliquez sur les liens dans la description de l'épisode et sur le site internet. Et je voulais parler aussi un peu avec vous des éditions du commun, de leur ligne éditoriale, etc. Mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la crise que connaissent les maisons d'édition indépendantes? Oui, bah, effectivement, c'est vrai que comme vous le disiez, là, il y a
beaucoup de maisons d'édition. Je crois que c'est dans le catalogue Obo, c'est 113 maisons d'édition, si je ne me trompe pas. Sur l'ensemble du catalogue Macassar, c'est 200 maisons d'édition. Et donc, c'est énormément de maisons d'édition. On a monté un groupe de travail dès le début de la crise pour essayer de trouver des solutions collectives pour se sortir de cette situation. Donc, ça s'est passé par la question de comment sauver nos stocks, puisque nos stocks sont chez le distributeur. Et donc, il faut en gros les retirer notre stock avant qu'il y ait une éventuelle liquidation et que nos stocks soient gelés. Euh, donc il y a eu tout ce travail-là qui a été fait et il y a également un travail qui est fait sur comment trouver des outils de solidarité aujourd'hui pour voir venir justement avec l'ensemble des trous de trésorerie qu'on va risquer d'avoir d'ici quelques mois. Et donc c'est des réflexions qu'on porte. Et donc là, il y a eu cette tribune collective qui est parue sur le Club Mediapart et également des campagnes de soutien qui ont été un peu mises en place par plusieurs maisons d'édition avec l'idée qu'on porte une campagne de soutien de manière collective à la rentrée. Voilà. Parfait. Bon, on mettra tous les liens de toute façon, comme je l'ai dit. On se fera l'écho de ce qui se passera à la rentrée aussi. Et je voulais aussi aborder avec vous les éditions du commun en elles-mêmes, donc leur création, la vie d'une maison d'édition, comment ça fonctionne, etc. Pour commencer, il me semble, si je ne me trompe pas, que vous êtes cofondateur des éditions du commun, c'est bien ça? Oui, alors presque, disons. C'est mon collègue Benjamin Roux qui a fondé les éditions du commun il y a maintenant 11 ans, que j'ai rejoint quasiment dès le départ. Et donc on était deux, en tout cas sur les débuts des éditions du commun. On est aujourd'hui quatre éditorices. Et donc la maison d'édition est née en 2015, fin 2015. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et c'était au début sous forme associative et on s'est transformé en coopérative en 2022. Un premier format coopératif, donc en scope au départ. On était associés. L'idée, c'était vraiment d'articuler, comme on voulait le faire depuis le départ, notre manière de considérer, en tout cas politiquement, cet outil que sont les éditions du commun, à la fois avec une structure juridique qui nous paraisse intéressante, une coopérative, l'outil de travail détenu par les salariés, et d'un autre côté, notre manière de produire les livres, de les porter, etc. Et puis le contenu des livres en lui-même. Donc il y avait vraiment cette idée d'articuler tout ça ensemble. On a subi une crise économique en 2024 qui nous a poussé à changer de statut de nouveau. Donc on est toujours en coopérative, mais on ne pouvait plus être en scope puisqu'on a licencié une partie de l'équipe. Je suis devenu le seul salarié des éditions du commun. On l'espérait de manière temporaire et on devait resalarier à partir du mois de septembre, mais du coup la crise actuelle nous empêche de le faire finalement. Mais du coup on a dû changer de statut coopératif parce qu'une scope ne nous permettait pas d'être un seul salarié et trois ou quatre autres sociétaires qui ne sont pas salariés. Donc voilà, on est en coopérative aujourd'hui en COP 47 qui nous permet d'avoir un seul salarié. Et donc, on travaille voilà, essentiellement sur des ouvrages de critique sociale et politique. C'est notre ligne de départ avec plusieurs collections dédiées. Et on a monté également, il y a quelques années, une collection de poésie qui est portée par Juliette Rousseau, une très très belle collection de poésie qui fonctionne très bien. Et on porte également une collection de littérature, la collection des réels, qui elle existe depuis le début. Et enfin, une toute nouvelle collection qui vient d'apparaître. Là, le premier titre est sorti au mois de mai. Une autre histoire d'eux, qui vient revisiter en fait des pratiques ou des communs populaires, voilà, qui sort des sentiers en gros de l'histoire officielle. Donc on a une autre histoire des cartes, une autre histoire de l'éducation populaire, une autre histoire de la mort, une autre histoire de la marche. Voilà. Un peu pour dresser le tableau très rapidement des différentes collections et avec cette idée qu'on a depuis le départ de faire dialoguer en fait entre elles les différentes écritures, les différentes voix, donc entre des textes de poésie, des textes de critique sociale et politique, des essais, etc. On aime bien justement que les écritures dialoguent entre elles dans notre maison d'édition. Et c'était quoi votre parcours avant de rejoindre les éditions du commun, pardon? Vous étiez déjà dans le milieu de l'édition, du livre? Pas du tout, et aucun de nous d'ailleurs. Moi, je suis historien de formation,
Donc, voilà, j'ai fait des études d'histoire, j'ai travaillé dans le secteur culturel, mais je n'étais pas du tout éditeur, et mes collègues non plus. Et c'est vraiment Benjamin et moi sur la question de comment partager, en fait, comment partager des textes. On sentait une nécessité en 2015 de partager des textes qui font ce qu'on appelle culture des précédents, qui est une de nos collections d'ailleurs. Comment on peut outiller en gros les luttes aujourd'hui d'émancipation, etc. L'idée c'était vraiment, c'était ça un peu le cœur du projet initial, mais qui finalement anime la plupart des personnes qui montent des maisons d'édition dans notre domaine, quoi. Et avec cette ligne de fond qui est la question du commun, et notamment portée par les premiers livres qu'on a pu éditer, comme Le travail du commun de Pascal Nicolas Lestrade. Et donc, ça, voilà, tout s'est un peu articulé autour de ça. Et donc, c'est vraiment notre envie de faire circuler les textes et de considérer que la forme écrite est une forme toujours d'actualité et toujours importante pour penser dans la complexité des sujets et notre société. Parfait. Alors, j'allais dire c'est amusant. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour avoir interviewé d'autres responsables de maisons d'édition, je trouve qu'il y a un point commun dans tous les récits que l'on entend. C'est que, un, il y a l'engagement et deux, il y a la passion pour la création d'une maison d'édition. Et bon, et je pense que c'est quand même ce qu'il faut pour que ça dure, que ça dure autant. Du coup, comment vous choisissez un livre? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on vous envoie les livres et vous décidez si c'est éditable entre guillemets ou pas? Est-ce qu'il y a un travail à faire? Est-ce que ça arrive souvent de dire l'idée est bonne, il faut réécrire? Ou est-ce que vous allez chercher vous-même les auteurs par rapport à vos idées, par exemple? Alors Ou et alors oui, c'est n'importe quoi. il y a plusieurs choses. Alors sur la question de la réécriture, je pourrais peut-être en parler juste après, mais sur la manière de choisir les textes, il y a trois, je dirais trois choses différentes. Il y a des textes que l'on reçoit par mail de personnes qu'on ne connaît pas. Euh, on en reçoit beaucoup, on a même fermé notre boîte manuscrit puisqu'on en recevait beaucoup trop. On est arrivé parfois à une centaine de manuscrits par mois. Enfin, c'était colossal, donc on ne pouvait clairement pas tout lire. Ça devenait compliqué. Et puis il y avait des textes qui n'avaient absolument rien à voir avec notre ligne éditoriale, rien à voir avec nos idées politiques ou quoi. Donc du coup, ça devenait un peu compliqué. Donc on a fermé la boîte manuscrit. On en reçoit malgré tout toujours des propositions, même en ayant fermé la boîte manuscrit, des personnes qui tentent. De manière générale, les manuscrits qu'on reçoit de manière spontanée comme ça, c'est comment dire, un pourcentage très très faible qu'on va finir par éditer. Il y en a, et des très chouettes textes qu'on est très content d'avoir reçus et qu'on a édités, mais globalement, c'est pas la majorité. Ensuite, il y a les livres qu'on va recevoir, mais souvent qui viennent plus ou moins du réseau, alors de camarades, amis, amis d'amis, voilà, plus ou moins éloignés, hein, ça peut parfois venir de très très loin, mais il y a une connexion qui se fait à un endroit quand même. Et donc la personne souvent connaît très bien les éditions du commun, connaît nos textes, et donc sait précisément pourquoi elle nous envoie ce texte. Et si elle nous envoie ce texte, c'est parce que elle considère que ça s'inscrit vraiment pleinement dans notre catalogue. Ces titres-là, c'est la majorité de ceux qu'on édite. Et puis enfin, il y a les projets qu'on va chercher. C'est de plus en plus le cas. On l'a toujours fait, mais c'est de plus en plus le cas. On va chercher des projets parce qu'il y a des sujets qu'on a vraiment envie de traiter. Je pense notamment comment dire, à la nouvelle collection qu'on est en train de créer, Une autre histoire d'eux. Typiquement, tous les projets, on va les chercher parce qu'il y a des sujets qu'on veut traiter. On a été chercher, par exemple, pour Une autre histoire de la mort, Yuna Visentin, qui a écrit déjà plusieurs livres, notamment chez Divergence, Spiritualité radicale et entre autres. Et je la connais et je connais son travail et que j'admire vraiment beaucoup. Et donc, du coup, je suis allé la chercher en lui disant que j'avais envie qu'elle écrive sur ce sujet-là. Et donc, voilà. Donc, ça arrive de plus en plus. Et après, sur la deuxième partie, il n'y a absolument aucun texte qui est imprimé tel qu'on l'a reçu. Nous, le travail, c'est ça finalement l'essence même du travail d'éditeur, on va travailler à réécrire le texte avec nos autoristes
ça peut durer 1 an à 2 ans, le travail de réécriture. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, 2 ans, mais en tout cas, sur les premières années des éditions du commun, il y a des textes où, parce que c'était des premières écritures, la réécriture qu'on engageait avec ces personnes-là pouvait durer jusqu'à 2 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt une réécriture qui dure entre 6 et 9 mois. Mais du coup, entre le moment où on reçoit le texte et le moment où il sort en librairie, il peut se passer 1 an et un an et demi. Et donc ça, ce processus de réécriture, c'est un processus qui est essentiel, puisque en fait, nous, on vient finalement retravailler le texte pour le rendre plus lisible, plus accessible, plus qualitatif. Non pas que c'est forcément mal écrit avant, mais forcément, l'écriture ne se fait jamais seule. Ça n'existe pas, et nous, c'est quelque chose qu'on porte beaucoup aussi, de sortir de cette idée reçue un peu de la fulgurance de l'écriture, de l'écrivain ou l'écrivaine qui écrit vraiment seul, etc. On, on considère que c'est un mythe finalement, un mythe assez individualiste aussi, et en fait, l'écriture est collective. C'est-à-dire que la personne, elle écrit peut-être toute seule chez elle, mais ensuite le texte, il est retravaillé. Il y a beaucoup d'allers-retours avec la maison d'édition. On fait beaucoup de commentaires, de propositions de reformulation. C'est repris ensuite par l'auteur ou l'autrice, puis ça nous est renvoyé, on refait de nouveau des retours, etc. Et donc on avance comme ça, on chemine jusqu'à arriver à une forme qui satisfait finalement tout le monde, et l'auteur et la maison d'édition. Et à partir de ce moment-là, on maquette le livre, donc on lui donne sa forme finale, mais il y a de nouveau une relecture sur la forme finie, ce qu'on appelle la relecture d'épreuve, et qui, elle, permet vraiment d'aller dénicher vraiment toutes les dernières coquilles qui peuvent rester, mais aussi toutes les fautes orthotypaux. Donc là, les fautes de typo, c'est toutes les petites fautes, le mauvais guillemet au mauvais endroit, des problèmes d'espace insécable, etc. Donc c'est un travail très très minutieux, et qui permet d'avoir à la fin une maquette qui est a priori propre, et qui permet d'envoyer le texte à l'imprimeur. Alors je trouve ce travail passionnant, moi, et ça se fait aussi pour les romans et les fictions. Je renvoie, pour ceux qui nous écoutent, à l'interview de la maison d'édition Sarbacane, qui fait de la fiction, de la fantasy pour les jeunes adultes, et aussi, tiens, Maureen Desmailles, qui nous avait parlé aussi de réécriture pour son roman La Chasse. Mais ouais, le travail d'éditeur, c'est un travail aussi, j'allais dire d'écriture, quoi, d'écriture et de réécriture. Alors, c'est amusant. Alors là encore, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est amusant parce que je vous ai posé la question si vous alliez chercher des textes, et moi, il me semblait, enfin, bêtement, je pensais qu'on allait chercher des textes en lien avec l'actualité, en faisant une veille un peu sur l'information. Et là, vous me dites que vous avez cherché des textes pour la collection Une autre histoire 2. Donc, en fait, quelque chose de beaucoup plus général et qui vous touche plus, quoi. Et Tout à fait. je trouve ça fou sur des préjugés, quoi. Bah, C'est, en c'est, fait, c'est- on n'aime pas trop l'actualité. Je dis de manière un peu brutale, mais on n'aime pas trop l'actualité dans le sens où nous, on veut vraiment produire des textes de fond. Alors, il y a des textes qui sont plus ou moins d'actualité malgré tout, mais on veut que nos textes soient toujours, comment dire, recevables dans plusieurs mois. Et donc, tenir une actualité chaude, on le considère pas comme étant, nous, de notre ressort. Euh, pour autant, il y a certains sujets voilà, qui peuvent coller à l'actualité, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est moins ce qu'on va aller chercher. Et j'en profite, mais je renvoie quand même sur la question justement du travail d'une maison d'édition. On a produit un podcast il y a maintenant quelques années, qui s'appelle La mécanique du livre, qui est disponible sur notre site internet ou sur les plateformes de podcast, et qui vraiment, en gros, on a voulu lever le rideau des coulisses du monde du livre depuis notre propre perspective à nous, hein, nos propres coulisses du monde du livre, et on l'a retranscrit en livre, et il est sorti il y a 1 an et demi aux éditions du commun. Donc il y a une retranscription actualisée, mais qui permet d'avoir vraiment une bonne idée de un peu voilà, tout ce que fait une maison d'édition finalement, et ce que ça veut dire être éditeur aujourd'hui. on mettra le lien aussi sur la description de l'épisode et sur le site internet et les réseaux sociaux. Et pour plus soyez ce que vous venez de dire, là, le dernier livre que je suis en train de lire des éditions du commun, ça a été publié en 2025, il me semble. Ce n'est qu'un jeu sur les jeux de société, et ça reste adéquat, effectivement. Euh, Tout à fait, très chouette, et, très très bon choix de livre.
Oui, d'ailleurs, on va en reparler, plus avant puisqu'on prépare une émission, sur le jeu, vidéo et jeux de société. Mais ça, ce sera pour octobre, novembre. On reparlera encore des éditions du commun à ce moment-là. Pour terminer, est-ce qu'on peut faire, un point sur les futures sorties de livres, pour les mois à venir, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, on est assez content puisque du coup, on sait qu'aujourd'hui, on va chez un nouveau distributeur et que nos titres de la rentrée vont pouvoir être maintenus. Donc ce qui a été un grand soulagement quand même pour nous, surtout on prévoit une rentrée, importante avec, de nombreux titres et qui nous tiennent vraiment à cœur. On a notamment donc dans notre collection de poésie Cadiche des mouches, qui est un titre d'Olivia Tapiero, porté par Juliette Rousseau, la directrice de cette collection. On a également Racisme environnemental de William Hacker, qui a déjà écrit chez nous, heu, Où sont les gens du voyage? Et donc qui est un livre vraiment important où William Hacker, dans ce livre, vient traiter de la question de la convergence des luttes finalement antiracistes depuis une lecture critique de la lutte contre l'antiziganisme. Et donc il porte justement la question du racisme environnemental, qui est un peu un sujet souvent trop éludé aujourd'hui, mais qui commence à arriver sur le devant de la scène, et que nous, on a notamment traité dans Plurivers, sur l'écologie décoloniale. On sort également donc le 18 septembre, à la même date que Racisme environnemental, le petit manuel de lutte contre l'islamophobie de Hanan Karimi, donc qui est un outil vraiment essentiel aujourd'hui pour comprendre déjà ce qu'est l'islamophobie concrètement, mais aussi se donner des outils pour lutter contre. On a également Alcool Résistance qui va sortir, qui est un livre qui critique sur la question de l'alcool et de l'ensemble des systèmes de domination qui sont liés à l'alcool. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage phare et que je suis très heureux de porter puisque ça vient vraiment questionner le sujet de l'alcool et le remettre au centre. C'est pas quelque chose de moraliste qui vient dire plus personne ne doit boire, mais plutôt comment on vient re-questionner l'alcool et en faire aussi un objet d'étude comme n'importe quel autre sujet. Dans la même collection qu'une autre histoire des cartes qui est sortie en mai, on a une autre histoire de l'éducation populaire qui va sortir également en septembre. Et enfin, une autre histoire de la mort qui sort en octobre de Yuna Byzantine. Donc c'est un programme dense, mais avec vraiment pas mal de titres qui sont vraiment très intéressants et on espère qu'ils vont marcher du coup à la rentrée puisque ce sera notre retour en librairie avec un nouveau distributeur. Nous reparlerons de tout ça sur Radio Verse et sur la nuit du dimanche, assurément. Alcool résistance, alors là, ça me pose question, je dis. Donc je lirai ça, mais avec attention. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je mettrai tous les liens sur la description de l'épisode, sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lire c'est important, soutenir les maisons d'édition, les librairies, c'est important aussi. On en parle beaucoup précédemment et plus généralement dans Radio Vert. Donc ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent le savent. Donc c'est le moment ou jamais de cliquer dessus. C'est bientôt vous, les vacances. Prenez un livre à la plage, c'est parfait. Et sur ce, je vous dis une bonne journée et à très bientôt.